En fait, la matière noire, c'est tout simplement le fait qu'on voit des étoiles tourner trop vite dans des galaxies. C'est juste ça. Et quand on regarde le ciel, depuis les années 30, on s'aperçoit que les étoiles tournent trop vite autour du centre de la galaxie. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? On a supposé l'existence d'une masse qui serait autour des galaxies sous la forme d'un halo et qui, du coup, par sa gravité, accélérerait la rotation des étoiles. Et qui serait une grosse partie de l'univers, hein. Qui serait 85% de l'univers, puisque plus on a regardé l'univers depuis les années 30, plus on a vu cette masse un peu partout à l'échelle des amas au début de l'univers. Donc c'est vraiment la grande quête de la physique, l'une des grandes quêtes de la physique depuis les années 30. On l'a pas trouvé, mais on espérait trouver une particule, la fameuse particule, le WIMP. Oui, on avait inventé une particule, elle était parfaite, cette particule. Elle était massive, elle n'interagissait pas avec son environnement, donc ça la rendait comme ça indétectable, puisqu'on ne la voit pas, il faut qu'elle soit indétectable. Et en plus de ça, elle avait une justification théorique. En fait, elle avait émergé tout à fait naturellement de théories de physique des particules qui sont, elles, très très prouvées. Et elle était même en train de résoudre certains problèmes théoriques. Donc bref, elle était parfaite. On s'attendait à la voir et on ne l'a pas vue. On s'attendait en particulier à la voir au LHC, vous savez, ce grand collisionneur de particules à Genève. Voilà. Le LHC a atteint, il y a quelques années, l'énergie suffisante pour que cette particule, le WIMP, puisse être détectée. Et rien du tout. Et alors là, ça a provoqué quand même une certaine crise dans la communauté des chercheurs en se disant, bon, on ne voit pas le WIMP, alors on peut toujours changer un petit peu à la marge ses propriétés, mais ça le rend moins solide, moins justifié théoriquement. Et donc du coup, il y a tout un tas de théories qui étaient jusque-là des théories alternatives, des petites théories exploitées seulement par certains chercheurs, qui commencent à revenir sur le devant de la scène pour essayer d'expliquer cette présence de matière noire, ou plus basiquement pour essayer d'expliquer la rotation des étoiles, la rotation des amas, puisqu'il s'agit d'expliquer les observables de l'univers. Donc dans les années 80, il y a un chercheur israélien, cette fois, qui s'appelle Mordechai Milgrom, qui a juste supposé, modifié les lois de Newton et s'est dit simplement, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de matière noire, mais que ce soit la gravité. À notre échelle, elle resterait pareille, simplement en modifiant et en la faisant diminuer linéairement avec la distance à grande échelle. Eh bien, ça pouvait expliquer ce mouvement des étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'univers à grande échelle, à l'échelle de plusieurs galaxies, à l'échelle des amas de galaxies, eh bien, la gravité serait dans un autre régime et serait un petit peu plus forte, enfin voilà. La gravité serait différente. On imagine l'univers comment alors? Mais en fait, là, il n'y avait pas d'imagination de l'univers. Mordechai Milgrom a posé ça comme un artifice de calcul. Donc, c'était pas pris au sérieux par les chercheurs. Il y avait certains chercheurs qui se disaient, ah, c'est quand même étrange que ça fonctionne, puisque ça collait avec beaucoup d'observations. Mais bon, comme il n'y avait pas de justification physique, rien n'expliquait pourquoi est-ce que la gravité changeait de régime, c'était quand même laissé un peu de côté. Et là, récemment, il y a un physicien néerlandais qui s'appelle Erik Verlinde qui a fait tout un travail justement pour justifier, pour expliquer pourquoi la gravité pourrait changer d'échelle. Donc lui, il a travaillé au niveau de la trame de l'espace-temps. Il a décrit vraiment l'espace-temps lui-même. Il a pris toutes les théories qui sont les plus étudiées en ce moment, d'une part la thermodynamique, d'autre part la physique quantique, vous savez, cette théorie qui décrit les interactions des particules. Toutes ces théories-là ont mis ensemble et il a réussi à faire une description de l'espace-temps un petit peu comme une grande trame quantique dans laquelle il n'y aurait pas de gravité jusqu'à ce qu'il y ait une masse qui... Finalement, la gravité ne serait pas une force en soi, la gravité serait juste le résultat de l'impact d'une masse sur cette trame quantique de l'espace-temps. Donc il faut simplement imaginer comme un réseau de particules quantiques qui bougent et qui bougent dans tous les sens. Et tout à coup, quand on met une masse dedans, eh bien, ça nous donne cette sensation de gravité. Et en faisant ça, en faisant ces calculs, en décrivant mathématiquement cet univers théorique, il a réussi à retrouver exactement la variation de régime qui était décrite, posée comme ça par Mordechai Milgrom dans les années 80. Attendez Mathilde, la théorie des quantiques, c'est au niveau des particules. Tandis que la relativité générale d'Einstein, c'est au niveau des immenses horizons. Il a réussi à rejoindre les deux. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on parle d'espace-temps, on a effectivement la description d'Einstein. On a la relativité générale. Oui. Quand on parle de particules, on a la description quantique. Et on sait que les deux théories, c'est l'un des grands problèmes de la physique, ne peuvent pas être réunies. Elles ne se parlent pas. On ne peut pas travailler à la fois dans l'espace à grande échelle et à la fois en quantique. Et ce que propose Erik Verlinde, c'est de réunir les deux, effectivement. Ce qu'il propose, c'est une théorie plus générale qui pourrait permettre de réunir ces deux monuments de la physique que sont d'une part la mécanique quantique qui parle des particules et d'autre part la relativité générale qui parle de l'univers.